Benvenuto amici al dopo Gran Premio del Made in Italy dell'Emilia Romagna 2025. Oggi siamo con due dei miei amici, il primo Marc-André Fortin. Ciao Marc-André, come sta? Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix AWS Made in Italy d'Émilie-Romagne 2025, disputé à l'Autodromo Enzo Edino Ferrari d'Imola. Je suis accompagné de notre cher Jean-Sébastien Barbeau et Marc-André Fortin. Bonjour messieurs. Salut Abdou. Salve. Come va? Ça va très bien. Sto bene. Un bel Gran Premio oggi. Wow, sì, una buon Gran Premio. Una buon Gran Premio. Et ça va se limiter à ça, mon italien, pour le moment. Je suis pas aussi calé que Jean-Sébastien, que je remercie encore d'avoir préparé ce bel intro pour ce podcast. On va tout de suite donner le classement de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, potentiellement le dernier à Imola même. Alors, Max Verstappen qui offre une deuxième victoire à l'Autriche en fin de semaine en remportant ce Grand Prix. Lando Norris termine deuxième, Oscar Piastri troisième, Lewis Hamilton sur Ferrari quatrième, Alex Albon cinquième, Charles Leclerc sixième, George Russell septième, Carlos Sainz huitième, Isaac Hadjar neuvième et Yuki Tsunoda, parti de la ligne des pieds après son violent accident en qualification, termine dixième et on a perdu deux pilotes, Esteban Ocon et j'ai oublié Kimi Antonelli devant ses partisans. Alors, on va commencer tout de suite avec le point qui a retenu l'attention de ce Grand Prix. C'est ce magnifique dépassement de Max Verstappen à Tamburello. Vraiment, on va pas se le cacher, c'est le dépassement de la saison jusqu'à présent, Jean-Sébastien. Oui, clairement. C'était un mauvais départ de Max Verstappen. C'était quand même pas un mauvais départ. Pas super quand même, mais quand tu regardes Piastri qui en avait fait un meilleur, Russell qui en avait fait un meilleur au point même de critiquer Piastri de pas aller assez vite. Puis là, tu vois Verstappen être un peu en difficulté. Tu te dis même, est-ce que George va être capable de pouvoir le dépasser? C'est pas si clair. Puis finalement, arrive au freinage. Piastri admet qu'il a freiné peut-être un peu trop tôt. Verstappen qui a freiné beaucoup plus tard, puis arrive à te le dépasser par l'extérieur à Tamburello de façon claire et nette. Ouais, franchement, ça prend une bonne dose de courage pour pouvoir le faire dès le premier virage, mais c'est la classe de maître de Verstappen. Fait des dépassements au moment où on s'y attend sans doute le moins. La preuve, la fois où Verstappen est devenu champion du monde la première fois, au premier gros virage, au premier gros freinage à Abu Dhabi, on pensait tous qu'il allait le faire plus loin sur la ligne droite. Alors, à la première tentative, il le fait. Généralement, ça marche. Ça a marché aujourd'hui. Et aussi, quelque chose que j'ai mentionné en conversation privée, ce départ de Verstappen a rendu celui de Mexico City 2021 encore mid, parce que c'était celui de Mexico City où il a dépassé les deux Mercedes au bout de la ligne droite au départ, c'était déjà exceptionnel. Celui-là vient d'être encore mieux, Marc-André. Oui, vraiment. C'était du grand Max Verstappen. Comme il seul est capable de le faire, je pense, dans les dernières années. Sortir un dépassement comme ça, à cet endroit-là, à ce moment-là. Et je pense que le point de Jean-Sébastien était super bon. Moi, je m'attendais à ce que Max sorte peut-être troisième, peut-être même quatrième de ce mauvais départ-là. Vraiment, j'ai pas vu les chiffres de départ, là.
peut-être qu'on les a pas montrés ou je les ai peut-être ratés, mais ça a dû vraiment pas être un très bon départ de réaction de la part de Max. Je serais curieux d'aller les voir, là. On n'a pas eu le Mais je temps. m'attendais On n'a pas à... eu le temps on n'a pas eu son temps de départ. On a juste celui Exact. de Russell et de Fait que Piastri. c'est quelque chose que j'aurais aimé voir la différence, mais vraiment, à un moment inattendu, à cet endroit-là, et comme souvent, les gens aiment bien mentionner que Max va abuser de son pouvoir sur la piste, ben là, il l'a fait proprement, sans accroc, dans la piste. Et oui, je pense que Piastri a freiné légèrement trop tôt. Je pense qu'il a eu peur un petit peu de, 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 de peut-être d'avoir une collision, du moins. Il s'attendait tellement pas à ce que Max soit là que lui, il a fait sa course, puis il a juste été surpris. Oui, et en plus, ben déjà le rythme de course de Verstappen était de loin meilleur. Je regarde les statistiques d'après course au niveau, il y avait la Red Bull avec Verstappen était bien meilleure que celle de McLaren quand même. Alors c'était carrément un coup de circuit qu'il a réalisé Verstappen avec ce départ, sans être pour autant inquiété. Belle gestion des pneus aussi. Et ça m'amène justement à ce deuxième point, c'est le fait que non seulement Piastri est perdu au change avec en étant un peu moins agressif sur la défense, mais aussi cet arrêt au puits qui a été d'abord causé par celui de Charles Leclerc, qui a été un des premiers des gros canons à s'arrêter assez tôt pour des durs. Et ensuite, on a entendu Piastri dire que le plan A était un peu trop ambitieux. Donc, il s'est arrêté au puits sans savoir pour autant que Verstappen allait rester beaucoup plus longtemps et pour réaliser ce qui était supposé être une course à un arrêt, Jean-Sébastien. Ouais, non, Leclerc s'est arrêté au 11e, Piastri a suivi 3 tours plus tard, puis on pensait que Verstappen allait s'arrêter sans doute dans les tours suivants, mais finalement s'est arrêté lorsqu'il y a eu la voiture de sécurité virtuelle au 30e. Je me demande même jusqu'à quel point Verstappen aurait resté en piste. Sans doute qu'il aurait resté 2, 3, 4 tours de plus, là, parce que ça commence à faire beaucoup quand même, puis à partir d'un moment donné où tu te dis ces pneus-là peuvent encore durer, mais bon, on va les changer parce qu'on sait que la course peut être compléter plus rapidement en faisant le changement de pneu. C'est pas dans la durée, c'est inutile. Donc, il pouvait durer encore sans doute quelques tours, mais a profité d'un arrêt au puits beaucoup plus court pour pouvoir rester en piste. Et avec les 20 secondes qu'il y avait d'avance ensuite, on se disait, c'est plié jusqu'à la fin, mais bon, après, il y a eu cette deuxième voiture de sécurité-là. Mais quand même, sur ce relais-là, McLaren s'est fait avoir. Ils ont une bonne voiture, mais au niveau stratégique, ça reste à corriger quand même. C'est pas comme ça qu'ils vont devenir champions du monde pilote. Constructeur, oui, ça semble évident. Là. Les deux pilotes sont bons, la voiture est bonne, mais pour gagner un Grand Prix, pour pouvoir réagir, comprendre les stratégies des autres, là-dessus, ils ont vraiment manqué le coche parce qu'il y a une possibilité d'aller chercher sans doute le Grand Prix, mais là-dessus, ils ont vraiment, vraiment perdu. C'était pas à eux d'aller gagner le Grand Prix, c'est eux qui l'ont perdu, je pense. Ouais, ils l'ont perdu. Moi, je pense qu'ils l'ont perdu dès le départ. Mais je ne pense pas que, même si Piastri laissait passer Norris à la relance après la voiture de sécurité, je pense pas que Norris aurait été en mesure d'aller chercher. Oh non, je suis même beaucoup plus tôt que ça. Du moment que Piastri s'est arrêté, l'affaire était entendue, c'était fini. Ouais. C'est une erreur de stratégie de avoir surveillé des voitures qui étaient clairement pas dans le coup, c'est-à-dire Ferrari, en fait, pas dans le coup à leur hauteur, puis de se dire nos rivaux c'est Ferrari, alors qu'en réalité c'était pas eux leurs rivaux. Il faut toujours garder en tête que ils regardent la troisième ou quatrième meilleure voiture. J'ai pas compris pourquoi ils ont préféré suivre le rythme de Ferrari au lieu de essayer de s'aligner par rapport à Red Bull qui était beaucoup plus menaçant. Donc il y a comme une erreur d'interprétation sur qui il fallait surveiller, puis ils ont pris Ferrari trop au sérieux, on dirait. Mais oui. c'est une bonne voiture Ferrari aujourd'hui. On va en parler, on va parler d'eux, mais je comprends pas la lecture qu'ils ont fait du Grand Prix là-dessus. Ouais, je pense là-dessus, Marc-André, et je vais rebondir là-dessus. Vraiment, je pense McLaren, ça a été d'abord une erreur stratégique. Tout à fait. Et juste le fait que ça a permis à Norris de finir deuxième, même s'il a dû dépasser Piastri
pour obtenir cette position à nouveau, ils l'ont échappé. Ben, moi, je pense que McLaren, malgré le départ incroyable de Max Verstappen, possédait encore les armes et la voiture pour aller chercher cette victoire-là. Ça prenait juste un petit peu de patience en termes stratégiques et je pense qu'ils ont voulu y aller un petit peu trop vite. Ils ont amené Piastri dans la circulation. Piastri il a été pris. Tu sais, c'était un long euh, arrêt au puits. On parlait de quoi? 29 secondes. Donc, il peut se passer tellement de choses dans ce 29 secondes-là. Moi, je serais allé vraiment plus sûr. Et comme Jean-Sébastien, je me serais collé à la stratégie de Red Bull euh, en, en voulant voler justement l'arrêt à Max et à Red Bull. Finalement, ils ont essayé de suivre Ferrari et c'était une très mauvaise idée parce que déjà, suivre la stratégie de Ferrari, c'est jamais une bonne idée. On s'entendra tous là-dessus. Et en plus, ça l'a mené à ce que Piastri soit pris pendant le long tour là, dans la circulation. Et je pense que Piastri, il peut quand même se compter chanceux parce que Tsunoda n'a pas été le ministre de la Défense dans cette course-là. Je pense qu'il aurait pu garder Piastri beaucoup plus longtemps. Il s'est fait surprendre par un beau dépassement malgré tout. Là. Je pense que Piastri a quand même bien fait là-dessus. Mais je pense que quand même, Piastri peut se compter chanceux. Il a réussi à dépasser Tsunoda assez rapidement. Ça l'a mené à se coller un petit peu à Max. Finalement, bon, il y a eu la voiture de sécurité là, qui a donné le 23 secondes à Max. Mais, euh, mais non, je pense que c'est des circonstances comme ça qui font en sorte que un petit peu de patience pour McLaren aurait pu être mieux pour eux, disons. Oui, vraiment. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler chez McLaren, le niveau stratégie, parce que à un moment donné, là, ils sont chanceux parce qu'ils se battent contre un pilote. Mais si c'était à armes égales, probablement qu'ils se font avoir sur 2 fois sur 3 à peu près. Ouais. Donc, là-dessus, il va falloir y repenser. Juste avant de continuer, je veux juste glisser un mot. J'ai parlé de Yuki Tsunoda. Il y a eu ce violent accident en qualification samedi à Villeneuve, mais d'aller marquer une 10e place, peut-être dans une course anonyme où on l'a vu plus se faire dépasser par les pilotes plus rapides, je trouve que Tsunoda mérite d'être le pilote du jour. Je ne sais pas si il l'a été, mais considérant le fait que ça a été une voiture complètement retapée de A à Z au cours de la nuit, Tsunoda leur a donné vraiment, a donné à Red Bull vraiment un beau cadeau en retour, Jean-Sébastien. Ouais, je pensais qu'il allait avoir une course beaucoup plus difficile que ça. Il s'est quand même plutôt bien défendu face à Piastri. Piastri qui a pas une grande vitesse de pointe. La McLaren qui n'était pas à cette vitesse de pointe-là, on a vu une Ferrari dépasser Tsunoda beaucoup plus rapidement quand même. Donc ça, c'était impressionnant pour Ferrari, au moins la vitesse de pointe. La voiture n'est pas si mauvaise qu'on laisse considérer ou qu'on puisse penser du côté des amateurs de Formule 1. Pour Tsunoda, ouais, franchement, juste de finir déjà le Grand Prix avec une voiture remontée pendant la nuit, déjà, pouvait relever d'une certaine exception. Pouvoir marquer un point, symboliquement, c'est très fort pour lui. Je pense que ça peut le motiver pour la suite. L'accident était quand même assez violent. On aurait pu dire que ça aurait pu éliminer le moral, mais finalement, il ramène un point. Je pense que c'est une belle victoire morale pour lui, pour l'ensemble de l'équipe aussi. Oui. Marc-André? Oui, tout à fait. Puis je pense que ça, on peut quand même donner ça aussi aux mécanos, mais surtout aux ingénieurs. Je pense que la voiture aujourd'hui de Max et de Tsunoda est peut-être la meilleure version de l'année. Elle avait l'air d'aller très bien. Puis, tu sais, je pense que c'est un travail acharné de la part de Red Bull de tenter de ramener cette voiture-là à un niveau plus acceptable, disons, autant pour Max que pour Tsunoda, d'aller essayer que cette... Parce que la saison n'est pas finie, là. On s'entend tous que cette voiture-là a très mal parti la saison, mais je pense que cette voiture-là, on est quand même capable de voir qu'elle possède un certain talent qui pourrait aller chercher justement des secondes sur McLaren dans les prochaines semaines. Et puis, c'est Christian Horner qui a confirmé que Enrico Balbo
C'est lui qui est allé sur le podium pour justement récompenser le département aérodynamisme du travail qui avait été fait pendant toutes les mises à jour pour aller à Imola. Fait que c'est la preuve que côté aérodynamisme, on est allé chercher vraiment assez pour justement peut-être se battre avec McLaren dans les prochaines semaines. Ouais, ça va être quelque chose, surtout à Monaco la semaine prochaine où la vitesse est moins de mise sur ce circuit. On va parler maintenant des héros de la foule, Ferrari. Un samedi complètement difficile. 11e et 12e pour les deux pilotes de la Scuderia, mais au final, 4e et 6e d'abord pour Lewis Hamilton et 6e pour Charles Leclerc. Et on a parlé de l'arrêt au puits de Leclerc, mais tout ça est parti de lui, mais son départ aussi était très bon. Et l'undercut qui a énormément bien fonctionné pour le Monégasque, et tandis que pour Hamilton, ça a été la voiture de sécurité virtuelle qui l'a aidé, ainsi que la voiture de sécurité en quelque sorte, qui a aidé Hamilton à finir 4e. Bon, il y a eu aussi le fait que Leclerc a vraiment été trop nasty sur sa défense sur Alex Albon. Il a été chanceux de ne pas avoir eu de pénalité parce que moi, je pense ça méritait une pénalité, mais on en reparlera après. Mais globalement, c'est une très belle performance pour la Scuderia Ferrari, Jean-Sébastien. Ouais, franchement, hier, on regardait le résultat des qualifications 11e, 12e, puis on se disait ça va être la soupe à la grimace, comme disait un certain Christian Tortora. Puis finalement, aujourd'hui, en finissant 4 et 6, c'est pas mal le meilleur résultat qu'il peut faire, honnêtement, à part des abandons peut-être devant. Là. Pour moi, c'est une course parfaite pour Ferrari. Oui, l'arrêt pour Leclerc est tôt, mais même jusqu'à ce que la voiture de sécurité virtuelle arrive, ça semblait être dans les plans normaux parce que Leclerc était à la position où il était avant l'arrêt au puits, autour de la 7e, 8e place. Donc, il y avait peu de commentaires négatifs par rapport à ça. Hamilton faisait une course aussi qui semblait honnête, qui était un peu plus devant, mais qui s'était pas encore arrêté. Donc, a su profiter de la voiture de sécurité virtuelle puis de la voiture de sécurité physique pour faire 2 arrêts au puits qui lui ont permis de pouvoir mécaniquement remonter parce que l'arrêt au puits est économique dans ce cas-là. Donc, a pu se mettre dans une belle position pour terminer le Grand Prix. Donc, en tirant avantage de cette stratégie-là, aujourd'hui, Ferrari, là, le bonnet d'âne que tu aimes si bien donner à Ferrari, non, c'est le maître de classe. Ils ont bien utilisé le livre des instructions pour la stratégie. Leclerc, pendant la voiture de sécurité, s'est plaint de ses pneus en disant est-ce qu'on fait pas trop long par rapport aux pneus peut-être n'a pas fait assez de confiance au mur, mais en même temps, je me mets à la place de Charles Leclerc, c'est sûr que tu peux pas faire confiance au mur. C'est Ferrari qui a peut-être des stratégies peut-être trop osées ou je sais pas comment placer ça, mais c'est normal que cette conversation ait eu lieu. On nous la met parce que c'est Ferrari being Ferrari en quelque sorte, mais je pense que c'est une conversation qui était saine de pouvoir se réfléchir. C'est sûr qu'Albon en arrière avec des meilleurs pneus a fait une réelle compétition à Leclerc. Je pense que Leclerc a agi de façon correcte là-dessus. A un petit peu trop essayé. Ça lui a coûté au final une place. Ça aurait pu en coûter davantage. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que Albon l'aurait dépassé quand même. Donc, en finissant 6e, franchement, c'est pas grave. Là. C'est loin d'être grave. Hamilton qui termine 4e aujourd'hui, c'est une super performance. Et si vous avez vu Martin Leclerc sur le site de Radio-Canada hier, on a juste envie de dire et toc Martin, parce que Hamilton lui a superbement bien répondu aujourd'hui. Mm-hmm. Oui, effectivement. Et puis, d'ailleurs... il n'a pas entièrement tort, Martin Leclerc, sur son analyse. Mais Hamilton, aujourd'hui, a fait la meilleure course de sa saison, peut-être même la meilleure course peut-être depuis presque un an. Oui, je suis d'accord. C'est dans les 365 derniers jours, ça, c'est définitivement dans le top 5 de ses belles performances. Si je peux inclure aussi peut-être les 2 sprints aussi de cette année. Mais je pense que en Grand Prix, c'est sûr que c'est dans le top 5 parce qu'il a été capable de bien maximiser ses performances. Il semble être à l'aise avec la voiture maintenant. Là. On dirait qu'il a comme trouvé quelque chose.
Exact. Marc-André, j'ai envie de parler de Leclerc contre Albon dans les derniers tours. Ouais. Bon, heureusement, Leclerc n'a pas eu de pénalité parce qu'il a donné la position à Albon, mais au final, il s'en tire quand même assez bien. Ben, au final, oui, puis même, je dirais Ferrari s'en tire bien parce que Hamilton réussit à dépasser Albon sur cette séquence-là. Est-ce que Hamilton aurait réussi à dépasser Albon sans cet écart-là? Peut-être pas. Moi, j'aurais quand même aimé qu'on ait une décision des commissaires parce que ça arrive souvent, ce type de séquence-là entre les pilotes. Puis parfois, on ne sait pas sur quel pied danser. J'ai l'impression qu'on ne sait jamais s'il va y avoir une pénalité ou non. Puis sur cette séquence-là, j'aurais été curieux de voir si les commissaires allaient pénaliser Leclerc. Je pense que Ferrari ont pris la bonne décision, on s'entend tous sur ça, de redonner la position parce que ça aurait pu être beaucoup plus coûteux. Je ne sais pas, le pilote derrière Albon, il était à combien de secondes? Mais il devait pas être loin du 5 secondes. Donc, je pense que c'était la bonne chose à faire pour Leclerc de redonner la position. Mais d'un point de vue fan, j'aurais aimé ça en avoir une malgré tout pour savoir un petit peu justement, sur quel pied on danse dans les derniers mois sur ce type de décision. Mais, euh, mais non, je pense que Albon a tout donné dans cette course-là, a vraiment donné son maximum. Et même là, on pouvait se dire que la décision de pousser était audacieuse, mais je pense qu'il fallait qu'il crée quelque chose parce qu'il y avait des pneus beaucoup plus tendres, en meilleur, avec moins de tours que Leclerc. Puis il devait pousser à ce moment-là, c'est ça qu'il a fait. Malheureusement, ça lui a coûté une place de plus avec Hamilton qui l'a dépassé. Mais non, Ferrari s'en tire quand même très bien. Une belle course malgré une qualification extrêmement difficile. Même durant la course, je pense que Leclerc n'était pas très confiant non plus de ses pneus, de son rythme. Et finalement, ça fait en sorte qu'il a réussi à avoir ce résultat qui, aujourd'hui, mène quand même à des points importants là, pour Ferrari. Et c'est drôle qu'on en parle parce que je viens tout juste de recevoir le document de la FIA concernant la décision de ne OK. pas donner de sanctions à Leclerc. Donc, les commissaires ont tout revu et ils ont déterminé que Leclerc a effectivement forcé Albon hors piste à l'extérieur de Tamburello. Par contre, avant de conclure leur enquête, Leclerc a volontairement donné la position d'Albon. Donc, et ensuite, ça a été la fin de l'enquête. Donc, dans ça, ben, Leclerc se prenait une pénalité de temps. Mais ils ont gagné une À position la quand même. Tu sais, ben, je sais que c'est pas le exact. même pilote, mais c'est ça qui est un peu injuste pour Albon. C'est que malgré tout, Ferrari ont tout de même gagné une position. Fait mais bon, ça fait partie de. Et parlons justement de Alex Albon, parce que malgré ça, c'est une très belle performance Ouais, pour le pilote Williams qui finit pour un deuxième Grand Prix consécutif dans le top 5 ouais. et avec Carlos Sainz qui termine huitième. C'est encore ça prouve que les Williams, finalement, c'est une grosse évolution comparée à l'an dernier, Jean-Sébastien. Oui, quand même. C'est dommage pour Sainz parce qu'il commence sixième, finit huitième, donc il avait un potentiel peut-être plus. Peut-être qu'on s'attendait un petit peu à mieux de sa part. Par contre, Albon finit 5, donc comme tu dis, ça fait au total 14 points pour Williams. Hey, ça fait beaucoup. C'est une très bonne voiture. On a senti les améliorations. C'est le fun de voir Williams revenir en avant. Puis même, à un moment donné, on pensait que Albon aurait pu finir peut-être même quatrième, là, voire peut-être mieux à un moment donné. Là, la voiture de sécurité a peut-être bousillé les chances d'un podium à la limite. Là. Mais il y avait un beau résultat. Donc, c'est que du positif, je pense, pour Williams aujourd'hui. Du côté de Sainz, il faut peut-être juste revoir légèrement la stratégie, mais 4 points, c'est 4 points. Là. C'est toujours mieux que 0. Surtout pour Williams, ça assure un financement. Et je pense aussi que c'est plutôt pour Carlos Sainz parce qu'il il a fait partie de ceux qui se sont arrêtés tout à la suite de l'arrêt de Charles Leclerc. Donc, et aussi le commentaire qui a retenu l'attention, c'est quand son ingénieur de piste lui a dit que Albon faisait du 21-8 et
Oui. ce qui disait clairement que Sainz, qu'Albon faisait à la base une course à un arrêt et que Sainz allait en faire 2. Mais bon, avec les voitures de sécurité et en fait, la voiture de sécurité a changé les plans, mais à la base, c'est ce qui a ruiné en quelque sorte les chances de Sainz de finir. T'as minimum une ou deux positions plus hautes, Marc-André. Oui, tout à fait. Pardon, je pensais que tu avais ouvert mon micro, finalement. My bad. C'est correct. Mais oui, tout à fait. Je pense qu'il n'a pas été très chanceux sur la voiture de sécurité, mais je pense qu'il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui qui ont senti qu'ils n'ont pas été chanceux, là. Il y a Leclerc qui s'est dit très malchanceux. Alonso qui s'est dit être le pilote le moins chanceux de la grille. Donc, aujourd'hui, je pense que tout le monde avait le sentiment qu'il s'était fait avoir par cette voiture de sécurité virtuelle. Mais oui, je pense que Carlos Sainz, je vais reprendre je vais poursuivre sur la position de Jean-Sébastien aurait pu être en meilleure posture stratégiquement. Puis, mais c'est le fun, tu sais. En ce moment, les Williams ont 51 points au classement derrière Ferrari avec 114. C'est sûr que Ferrari vont toujours être un petit peu trop loin pour eux, là. Mais je pense qu'en continuant sur cette lancée-là, peuvent s'assurer d'une 5e position. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu Williams dans cette position-là, puis on sent que il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de travail derrière cette Williams qui aujourd'hui est capable de compétitionner, aller chercher des top 10, aller chercher des points régulièrement. On s'entend que Albon aurait pu très bien finir 4e aujourd'hui et Sainz aurait pu très bien finir 6, 7. C'est quand même de très bons résultats pour Williams. Puis je pense que c'est là-dessus qu'ils doivent construire. C'est sur des courses comme ça où la marge est moins longue, est moins grande, mais qui peuvent aller chercher des points. Mais encore plus, c'est en qualification, ils sont hyper puissants. Ils sont capables d'aller chercher des top 10, des Q3. Ça, c'est excellent pour eux. Oui, et moi j'ai hâte de les voir à Monaco. Ça Ouais. va être magnifique d'ici la prochaine course. Parce que logiquement, Abdou, les Williams pourraient être très bien positionnés en raison de leur rythme durant les qualifications. Ils pourraient être très bien placés, puis on s'entend qu'à Monaco, c'est vraiment dur de dépasser. Quoique maintenant, on va avoir deux arrêts obligatoires. Ça pourrait peut-être changer un petit peu les positions, mais je pense quand même pas que ça va changer en claquant des doigts. Donc oui, les Williams pourraient nous surprendre à Monaco. J'ai bien hâte de voir ça d'ici la semaine prochaine. Mais vraiment, Williams est vraiment bien parti. Je vais parler d'Isaac Hadjar parce que on en a pas beaucoup parlé, mais quand même, encore une fois dans les points pour le pilote français. Et il va falloir sérieusement se poser des questions sur Liam Lawson parce que moi j'ai l'impression qu'il est pas mal détruit par ce qui s'est passé avec Red Bull. Hadjar marque des points. Lawson est loin derrière. Et Hadjar aurait pu être en meilleure posture aussi là, en fin de course. Je pense que ses pneus ne suivaient plus du tout. Le rythme de course ne suivait pas du tout. Mais à un moment donné, avant la voiture de sécurité, il me semble qu'il était 6e. Visiblement, la Ferrari était vraiment sur un bon rythme. Là. Ils ont été capables d'aller le chercher. Mais j'aimerais dire que ma prédiction pour l'instant va très bien. Hadjar est l'une des meilleures recrues. Et en ce moment, aujourd'hui, elle était devant Antonelli. Ouais, mais en même temps, quand le héros local abandonne, c'est très facile. C'est très, très facile. Non, je blague, mais non, je suis vraiment content que évidemment. Hadjar réussisse encore une fois. Parce que tu as des recrues qui sont pas capables d'avoir le rythme en qualification, mais qui sont capables de l'avoir en course. T'en as qui sont pas capables de l'avoir en course, mais qui l'ont j'ai utilisé la même chose, mais qui l'ont en qualification. Ou l'inverse. Donc, c'est vraiment le fun. Hadjar, j'ai l'impression qu'en ce moment, il est capable d'avoir les deux. Très bon en qualification, qui réussit à mettre sa voiture en Q3, réussit à bien performer en qualification, mais tout de même réussit à garder un bon rythme en course. Et en ce moment, encore aujourd'hui, il l'a prouvé en allant chercher des points et en dominant complètement son coéquipier encore une fois. Là.
Et Jean-Sébastien, ben, parlant de héros local, pour Antonelli, ça s'alignait pour être une belle course, surtout que lui, il partait 13e et il était dans les points jusqu'à son abandon. Mais en général, ça s'est bien passé ça se passait bien, pardon, pour Antonelli. Mais pour Russell, quand tu pars dans le top 3 pour finir 7e, surtout en se faisant enfirouapper par Leclerc et son undercut, ça fait très mal pour le Britannique. Moi, j'avais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il abandonne, je suis en train de donner Kimi Antonelli pilote du jour parce qu'il faisait une bonne performance quand même, il était dans les points. Je veux dire, je suis complètement en désaccord avec Marc-André sur la performance de Hadjar. Je pense pas qu'il a fait une super bonne course. Commence 9e, finit 9e, malgré l'abandon de Hadjar et la contre-performance catastrophique de Fernando Alonso. N'eût été de ça, Hadjar aurait pu finir potentiellement 11e quand même. Donc, je pense pas que c'était la course du jour, a juste su profiter de certaines contre-performances et d'abandon quand même. Là. Mais pour revenir au point d'Antonelli, c'est dommage l'abandon qu'il a eu, obligé d'abandonner à Tosa, a su bien se placer. Non, en fait, c'est très mal placé pour abandonner. Ocon, lui, a été plus malin, a pu se mettre beaucoup plus près du poste des commissaires de course. Dans le cas de Antonelli, s'est arrêté beaucoup plus loin et a causé cette voiture de sécurité passablement long quand même, mais c'est parce qu'il y avait un véhicule sur la piste et ils ont bien respecté les règles pour s'assurer que cette voiture-là s'en aille quand même, ce gros véhicule. Donc, une bonne course de la part d'Antonelli, mais juste à la fin, c'est dommage pour l'abandon, surtout pour le pilote local, parce qu'il y a une Bologne, c'est à 40 km, hein. C'est à côté, là. Donc, c'est vraiment l'ultra local de la course, là. À part plus local que lui, c'est les Racing Bulls qui sont à Faenza à 25 km plus loin. Donc, au niveau du pilote, ouais, c'est vraiment le cas. Bref, performance honnête, mais quand même, on sentait que la Mercedes n'était pas la voiture la plus rapide aujourd'hui. On l'a vu ça dépasser quand même assez souvent. Russell l'a eu aussi pas nécessairement très facile en finissant 7e, sachant qu'il est parti quand même 3e. Là. Ça, c'est une bonne performance de qualification, mais en course, ça laissait à désirer. La stratégie était pas mauvaise, mais c'est la voiture sur les longs relais qui n'est pas là, malheureusement. Ouais, et c'est dommage parce que Russell était vraiment sur une séquence où il terminait presque toutes les courses dans le top 5. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Et justement, on va parler de Aston Martin parce que sur ce qui était leur plus beau jour de la saison samedi, avec les deux voitures dans le top 10. 5 et 8. 5 et 8. Alonso finit à la porte des points en 11e place et à moins d'une seconde de Yuki Tsunoda, et Lance Stroll finit 15e. Ça n'a pas été... D'abord, la stratégie... c'était une erreur stratégique, mais en même temps, il n'avait plus de pneus neufs pour essayer de faire quelque chose. Je crois que en essayant de... Parce que pendant que vous parliez, je pensais à ça. Je pense que le fait d'avoir utilisé les médiums en qualification pour se rendre dans le top 10 a eu un impact sur ce Grand Prix parce que ça a usé beaucoup les pneus et ça a fait en sorte que Aston Martin n'était plus dans... Ils n'avaient plus de médium neuf pour tenter quoi que ce soit parce qu'Alonso, finalement, il était 11e, mais t'es pas loin de Tsunoda, puis en tentant au moins quelque chose, les deux voitures auraient au moins une voiture, fort probablement Alonso, se serait retrouvé dans le top 10. Donc, oui, ils ont sacrifié des médiums pour se rendre dans le top 10, mais au final, cette stratégie leur a coûté cher, solide. Jean-Sébastien? Ouais. Aston Martin. OK, par où commencer? Fred Vasseur, il y a quelques semaines, il nous dit on dirait que ça va être un championnat de qualification où la qualif va supplanter les résultats de la course, c'est-à-dire qu'il y aura plus de dépassement, ça va être difficile de dépasser, donc aussi bien assurer une position sur la grille. On dirait que c'est un peu ça qu'Aston Martin essaie de faire. Ils ont mis en hypothèque leur course pour assurer la qualification. Or, en course,
il y a eu plus de dépassements que prévu, visiblement. Il y a eu des stratégies un peu plus différentes. C'est sûr que l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle et physique a joué sur le résultat de la course pour eux. Quand même, finir 11e et 15e quand tu pars 5 et 8, ça, c'est une claque en pleine gueule. Là. Ça, si j'ai l'air d'un foin. Là. Si on avait eu à faire les performances et contre-performances du jour, là ici, c'est pas une contre-performance, c'est j'ai l'air d'un foin. Là. J'ai l'air du CF Montréal qui se fait planter 6-1 contre Toronto hier. Là. Non, 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 non. C'est pas gentil de placer Aston Martin et le CF Montréal dans la même phrase parce que Aston Martin, au moins, a eu un peu plus de dignité que ça. Et ils investissent un peu d'argent. Ouais, ok. D'abord, dans ce cas-là, c'est Manchester City qui perd contre Crystal Palace? Pretty much. Pretty much, ok. Raisonnable. Raisonnable. Bref, ouais, mais franchement, une course, je pense qu'ils ont juste essayé d'assurer la qualif et puis de dire on se débrouille pour la course. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire à Monaco. Oui. Ben, c'est peut-être une pratique de Monaco qu'ils ont essayé de faire. J'essaie de les défendre là, du mieux que je peux, puis je suis pas capable. Non, mais pour vrai, en course, c'est vrai que ça. Essayer de trouver un point pour les défendre, c'est très difficile. Mais je dois dire, est-ce que c'est un début de progrès? Je l'espère. Mais j'ai plus l'impression que c'était un pas en avant et 2 pas en arrière aujourd'hui. Oui, bien d'accord. Et tout ça, ben, ça fait en sorte qu'Alonso reste avec un 0 pointé cette saison. Ouais, c'est triste dans tout ça parce que côté performance, Marc-André, c'était la meilleure course de Fernando Alonso cette saison. Oui, oui. Ben, en termes de performance personnelle, oui, la voiture n'était tout simplement pas là. Et je pense que vous avez très bien expliqué que la stratégie de qualification avait énormément nuit celle en course. Puis c'est encore une fois, justement, on dirait qu'avec Aston Martin, il n'y a pas de double mesure. On n'est pas en mesure d'être efficace autant en qualification qu'en course. On doit toujours, on dirait, choisir. Est-ce qu'on préfère avoir du bon rythme en course ou en qualification? Puis on réussit pas à avoir le juste milieu, autant dans les réglages que dans les pneus, parce que probablement que les réglages étaient très qualification pour en fin de semaine. Puis ça l'a énormément nuit les pilotes en course. Et en plus, Fernando qui termine au pied du podium avec une 11e position, ça fait très très mal. Surtout avec sa position de base là, sur la grille. Effectivement, et bon, Fernando qui dit que l'équipe a fait du progrès malgré tout. Fair enough, mais encore là, oui, c'est beau, c'est bien beau de dire que ton équipe a fait du progrès, mais tu restes quand même avec un 0 pointé après 7 Grands Prix et 2 sprints. Donc, il va falloir espérer que ce qui se passe à Monaco soit mieux. Et puis j'ai vraiment cru que c'était le cas. Et il me reste 2 points à amener avant de passer aux résultats de F2 et F3. Franco Colapinto, c'était son premier Grand Prix depuis Abu Dhabi, sa première course avec Alpine, la première de 5. Invisible, correct, a pas fait d'erreur en course au moins. Je sais pas comment qualifier sa course parce que oui, il a eu son accident lors des qualifs qu'il a éliminé de la Q2 de facto, mais Moi, je te propose un autre de segment ou une idée de segment si on parle de Colapinto. Tu pourrais inviter Mick Doohan. Lui, il a l'air d'avoir beaucoup de choses à dire sur Franco Colapinto. Holy fucking hell! Holy fucking hell! Pour mettre en contexte, c'est que Mick Doohan, qui est non seulement une légende de la moto, mais aussi le père de Jack, avait mis en story l'accident de Colapinto
Je me souviens plus c'était quoi le titre qu'il avait ajouté, mais c'était pas très, très Jojo. Il l'a supprimé. Mais évidemment, le monde a réussi à faire des captures d'écran. J'ai oublié ce que c'était, mais c'était quelque chose qui était pas très Jojo. Ouais, c'était pas Donc, très gentil, disons. mais Colapinto a quand même terminé dans une position presque similaire que Jack Doohan, on va se le dire. Donc, je sais pas comment. C'était très impressionnant qu'il a écrit. Avec 3 Ouais, bonhommes qui rient. exact. Mais Mais non, mais sinon, Colapinto, qu'est-ce qu'il veut faire avec cette Alpine aussi, je veux dire. ouais, Puis, puis c'est sa première course aussi, là. C'est sa première course. Donnez-lui une chance au moins pour qu'il essaie de s'adapter un peu, là. T'sais. ouais, Il a fait du ouais, il faut. simulateur probablement beaucoup, mais entre le simulateur et la course, il y a une énorme différence. Moi, je vais laisser le temps à Colapinto de revenir. C'est sûr qu'il nous habitue à des accidents aussi dans ses dernières courses. Donc là, c'était un petit œil au beurre noir d'avoir fait ça encore à qualification. Mais encore là, laissons le temps de revenir. Là. Je vais dire, à un moment donné, il y a une énorme différence entre le simulateur et la course. Ouais. Et Jean-Sébastien, pour compléter, ben peut-être un pilote qui a vraiment performé, mais qui est passé sous le radar. Nico Hülkenberg, 12e. Puis à un moment donné, c'était légitime qu'il marque la 10e place. Ouais, Hülkenberg, en plus, est parti loin. Hein. Il est parti 17e. Ce qui montre qu'il a fait une belle remontée. On a entendu sur Sky Sports le descripteur, là, rappelle-moi son nom, là, Harry Benjamin, voilà. Harry Benjamin qui a dit Welcome to the party, bienvenue à la fête. Ouais, c'est quand même pas une mauvaise course pour Hülkenberg, avec une voiture qui est quand même assez exécrable, la sauveur, là, on va se le dire. Donc, arrive à terminer 12e juste derrière Alonso. Ah, c'est dommage, j'ai pas assez proche quand même de marquer un point, hein, mais it is what it is, I guess. It is what it is, malheureusement, mais vraiment, je dois dire que Hülkenberg a vraiment bien fait en plus. Donc, non, c'est vraiment, je pense que cette Sauber est moins pire que je le pensais. Pareil. La voiture est meilleure que l'année passée, en même temps, c'était pas vraiment difficile, là. Mais oui, cette voiture est moins pire qu'on pensait. Je suis toujours pas certain que c'est le meilleur duo pour Audi, mais bon. Ah, je sais, c'est comme tu dis, comme tu me montres à l'écran, là, des signes de dollars. Hein, c'est ça. Ouais, monnaie. Money talks. Surtout exact. pour Gabriele Portoretto. Ouais, ben c'est un bon talent, mais il faut aussi convaincre. Parce que Audi ne peut pas tout le temps dépenser de l'argent, il faut aussi s'assurer d'avoir du soutien financier pour subsister, sinon ça va faire comme un Toyota ou un Jaguar. Donc, c'est ce qui complète ce tour d'horizon du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Je vais vous donner le classement des pilotes après cette épreuve. Oscar Piastri est toujours en tête avec 146 points. Lando Norris est deuxième avec 133 points et Max Verstappen est troisième avec 124 points. George Russell est à 99. Charles Leclerc, cinquième avec 61. Lewis Hamilton, sixième avec 53. Kimi Antonelli reste à 48 points. Alex Albon est huitième avec 40 points. Et Esteban Ocon et Lance Stroll sont toujours respectivement 9e et 10e avec 14 points respectivement. Au classement des constructeurs maintenant, McLaren est toujours en tête avec 279 points. Mercedes est toujours deuxième avec 147 points, mais Red Bull a maintenant gagné 16 points sur les flèches d'argent. Red Bull est troisième avec 131 points. Ferrari, quatrième avec 114 points. Williams, cinquième avec 51 points. Haas, sixième avec 20 points. En septième place, on a Aston Martin, toujours avec 14. Mais Racing Bulls se rapproche. Ils ont maintenant 10 points.
Alpine est 9e avec 7 points et Sauber 10e avec 6 points. Donc, c'est ce qui fait le tour de la Formule 1 après Émilie-Romagne. Je vais vous donner les résultats de Formule 2 parce qu'on a eu la F2 et la F3 ce week-end. Alors, en F2, dans le sprint, Jack Crawford a gagné devant Arvid Lindblad et Luke Browning. Et dans le sprint, et dans la course principale, Alex Dunn, protégé de McLaren, a battu Browning et Dino Beganovic pour compléter le podium, et Lindblad a terminé 4e. Au classement des pilotes, Dunn est premier avec 64 points. Luke Browning est deuxième avec 58 points. Richard Verschoor est troisième avec 55 points, lui qui en a marqué 2 cette fin de semaine. Leonardo Fornaroli est quatrième avec 52 points et Arvid Lindblad est 5e avec 45 points. La prochaine épreuve de F2, c'est la semaine prochaine à Monaco. Ensuite, je vais aller vous donner les résultats de la Formule 3 qui avait aussi lieu à Imola. Dans le sprint, Tim Tranmitz a remporté l'épreuve devant Del Pino et Tsolov. Et ensuite, dans la course principale, Santiago Ramos a battu Nikita Stromstead et Rafael Camara, les deux tridents. Ensuite, au classement des pilote, c'est Camara toujours en tête avec 73 points devant Stromstead avec 52 et Tranmitz avec 48 points. Ensuite, on a Tuka Taponen avec 36 points et Santiago Ramos 5e avec 35 points. Et prochaine épreuve de F3, c'est à Monaco. Les deux séries juniors font aussi le programme triple avec la Formule 1. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Pour les prochains rendez-vous, ce sont les après-courses. J'ai dit les après-courses parce qu'on a évidemment l'après-course du Grand Prix de Monaco qui va être un peu plus tard que prévu parce que je vais probablement être sur la célébration pour une certaine équipe dont je ne dis pas le nom. Et ensuite, on fera une après-course spéciale sur les 500 000 d'Indianapolis qui sera diffusée durant la semaine prochaine. On va revenir évidemment sur cette course magnifique et au moment d'enregistrer, ça va être les qualifications pour déterminer les 33 pilotes qui vont prendre part à l'épreuve et celui qui obtiendra la pole position. Alors, nous sommes disponibles sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Et nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook, Threads, Blue Sky et Instagram, @lebulletingp, ainsi que le groupe Facebook La Monoplace. Jean-Sébastien Barbeau, Marc-André Fortin, un énorme plaisir de votre participation. Toujours un plaisir. Oh, et Jean-Sébastien qui a fermé son micro. Donc, attends, je vais juste te l'ouvrir. Ah, ok, parfait. Non. Vas-y. Ah, voilà. Prego. Oh. Prego. Et ça fait en italien. Et j'ai oublié de dire qu'au moins Ferrari a fait mieux que l'Italie à l'Eurovision. Wouh! Ouais, ils ont fini 5e quand même, l'Italie à l'Eurovision hier soir. Et Hamilton a fini 4e avec une Ferrari. Ouais, mais une bien meilleure performance que je pensais pour Lucio Corsi. Je pensais que ça allait être difficile pour lui, finalement. Je m'attendais à un top 15, mais finalement, ça fait une position, là. Il a rempli le contrat. Donc, là-dessus, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Salut tout le monde! Salut à tous!